Dans cette capsule, nous allons étudier les lois de Newton, qui, vous allez le voir, là, sont d'une importance cruciale là, pour résoudre des problèmes de dynamique. Et ça va vous suivre là, tout le long là, du reste de la session et même dans les cours suivants de physique si vous avez à en faire d'autres. Donc, vous allez toujours revenir aux fameuses lois de Newton. En fait, Isaac Newton, c'est un physicien anglais, en fait, c'est un physicien, mathématicien, philosophe anglais là, qui a vécu là, au 17e siècle. Et il a publié un ouvrage important en physique qui s'intitule Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Et dans cet ouvrage, entre autres, là, il allait jeter les bases de la mécanique classique, donc les lois qu'on va voir qui vont nous permettre de décrire les mouvements. Il y énonce sa loi de la gravitation universelle ainsi que les trois lois du mouvement des corps. On attribue là, souvent à Isaac Newton la fameuse pomme là, qui a tombé de l'arbre, qui l'a frappé et qui lui a donné l'idée géniale là, de la gravitation universelle et le mouvement des corps. Donc, on va prendre chacune de ces des lois de Newton, on va les regarder dans le détail et on va voir comment on doit les appliquer là, dans différents problèmes par la suite. Donc, la première loi de Newton nous dit quoi? On vous dit que si la force résultante sur un objet est nulle, celui-ci conservera toujours la même vitesse. Donc, ça, c'est la première loi. C'est-à-dire que si la somme des forces qui agit sur un objet vaut 0, cet objet-là va continuer à vitesse constante. Donc, il ne changera pas sa vitesse. C'est ce qu'elle dit, la première loi de Newton. On vous dit qu'un objet aura tendance à s'opposer au changement de sa vitesse. Donc, les objets le sont bien quand ils gardent leur vitesse. Si on veut essayer de le changer, cette vitesse-là, ben, l'objet va s'opposer à ce changement de vitesse-là. Donc, il va falloir venir appliquer des forces, on va vouloir changer la vitesse d'un objet. Sinon, l'objet va vouloir continuer à vitesse constante. Si l'objet est arrêté, il va vouloir rester arrêté. S'il est en mouvement, il va vouloir être en mouvement. Et en plus, plus l'objet va être massif, plus il va s'opposer à ce changement de vitesse-là. C'est ce qu'on appelle l'inertie de l'objet. Donc, l'inertie, c'est l'opposition au changement de la vitesse de l'objet. On vous dit que la masse d'un objet représentera la mesure de cette inertie. Donc, plus un objet sera massif, plus il aura une grande masse, plus il aura une grande inertie. Ça veut dire plus ça va être dur de changer sa vitesse. Donc, c'est facile à comprendre. Si il y a un train qui s'en vient, je me mets devant pour essayer de l'arrêter, ben, comme il a une grande masse, ça va être très difficile d'arrêter le train. De la même façon, si le train est arrêté et que j'essaie de le mettre en mouvement, ben, ça va être difficile, encore une fois, parce qu'il a une grande masse. Si je faisais la même chose avec une balle de ping-pong, ce serait beaucoup plus facile. Si la balle de ping-pong s'en vient vers moi et que j'essaie de l'arrêter, très facile de l'arrêter. Pourquoi? Parce que sa masse est très petite. Si je veux lui donner une vitesse, ben, elle va changer très rapidement, là, cette vitesse-là, parce qu'elle a une petite masse, donc une petite inertie. Je vous ai fait une petite simulation que vous êtes habitué de voir, c'est quand vous êtes dans un autobus et que l'autobus est arrêté et elle va décoller, elle va avancer. Comme vous êtes arrêté, votre inertie fait en sorte que vous restiez arrêté, parce que vous voulez garder la même vitesse, c'est-à-dire une vitesse de 0 au départ, là, parce que l'autobus est au repos. Quand l'autobus va décoller, vous voulez garder cette vitesse-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'autobus va décoller, vous restez arrêté, et là, vous allez finalement reculer par rapport à l'autobus, bien que vous ne bougez pas. Et finalement, vous allez frapper l'arrière, et là, ça va avancer. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'impression qu'on va se faire pousser là, dans le dos par l'autobus ou par l'auto lorsqu'on décolle. Bon, ici, j'ai exagéré, là, j'ai fait comme s'il n'y avait absolument aucun frottement qui allait nous faire avancer jusqu'à temps que l'autobus vienne nous frapper dans le dos. Mais c'est juste pour vous montrer que ce qui va arriver, c'est que vous voulez garder votre vitesse qui était nulle et l'objet, lui, l'autobus, va finir par vous faire avancer parce que il va avoir une force dans votre dos qui va vous pousser là, vers l'avant. C'est sûr que plus le frottement va être important, mais plus vous allez suivre le mouvement de l'autobus. Un autre cas, si au contraire, l'autobus est déjà en mouvement, puis vous êtes dedans. Donc, vous avez une certaine vitesse, vous allez à la même vitesse que l'autobus au départ. Donc, vous allez vouloir garder cette vitesse-là. Et si l'autobus ralentit, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous voulez garder cette même vitesse. L'autobus ralentit, vous continuez à la même vitesse, et finalement, vous allez
avancer vers l'avant et vous frapper dans l'autobus. Donc c'est pour ça que, entre autres, il faut être attaché là, dans les voitures si on ne veut pas frapper le pare-brise quand on freine. C'est juste une question d'inertie. C'est vous voulez continuer votre mouvement, puis l'auto ou l'autobus, lui, a décidé qu'il ralentissait. Donc vous continuez à la même vitesse. Donc vous avancez par rapport à l'autobus. Nous voici maintenant à la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que si la force résultante, c'est-à-dire la somme des forces qui agissent sur un objet, n'est pas nulle, donc ça veut dire que la somme des forces n'est pas égale à zéro, à ce moment-là, il va y avoir un changement de la vitesse de mon objet là, dans le temps. Ça veut dire quoi un changement de la vitesse dans le temps? C'est qu'il va apparaître une accélération. On vous dit que l'accélération va être proportionnelle à la force résultante. Va être proportionnelle puis va être dans la même direction que la force résultante. Et en plus, elle va être inversement proportionnelle à sa masse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus les forces vont être grandes, plus la force résultante va être grande sur mon objet, plus l'accélération va être importante. Mais ça va être modulé par la masse. Plus la masse va être importante, plus l'objet va avoir une grande inertie. Donc, ça veut dire que je vais avoir de la misère à changer sa vitesse. Ça va me donner une accélération qui va être plus petite. Donc, pour une masse plus grande, l'accélération va être plus petite. Donc, pour bien comprendre ce qui va se passer, j'ai dessiné un objet avec une somme de forces. Donc, j'ai mis la force résultante, là, représentée par la flèche grise qui agit sur l'objet. Si on est dans cette situation-là, j'ai mis en bleu l'accélération que notre objet devrait avoir. Qu'est-ce qui arrive si je diminue la force sur mon objet d'un facteur 2? Bien, on voit que l'accélération a diminué, elle aussi, d'un facteur 2. Mais on voit aussi que si je garde la force constante, mettons que je garde la force telle qu'elle est présentement, puis que la masse sur mon objet, ben, on voit que l'accélération diminue encore. Et encore une fois, si j'ai encore de la masse, mon accélération va diminuer. Quand j'avais une force sur un seul objet, ben, mon accélération va être 3 fois plus petite lorsque je vais avoir 3 objets là, de même masse d'empiler un par-dessus l'autre. Finalement, la troisième loi de Newton. La troisième loi de Newton, on l'appelle souvent le principe d'action-réaction. C'est-à-dire que si un objet 1 effectue une force sur un objet 2, alors automatiquement, l'objet 2 va faire une force égale et opposée sur l'objet 1. On vous dit une force n'arrive jamais seule. On appelle ces forces une paire de forces action-réaction. Ça veut dire quoi? C'est que si vous poussez sur un mur avec une certaine force, par exemple de 100 newtons, eh bien le mur va pousser sur vous avec une force égale, donc 100 newtons, mais de sens inverse. Donc il va y avoir une force sur le mur, puis il va y avoir une force sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'une force n'arrive jamais seule. Ça vient toujours par paire. Donc, si j'ai deux objets et que l'objet 1 fait une force sur l'objet 2, ben, l'objet 2 va faire une force égale et opposée sur l'objet 1, comme ça ici. Je vais appeler la force faite sur 1 par l'objet 2. Donc ça, je l'appelle la force F1,2. C'est une convention, en fait. La façon de l'écrire, là, c'est une convention. Donc, on commence toujours par mettre l'indice de celui qui subit la force et le deuxième indice, c'est celui qui a provoqué là, la force. Sur l'objet 1, je vais avoir la force sur 1 faite par 2. Et sur l'objet 2, je vais avoir la force sur 2 faite par 1. Et à ce moment-là, le principe d'action-réaction nous dit que la force F1,2 va être égale à moins la force F2,1. Pourquoi le moins? Parce qu'elle est opposée. Et là, vous avez remarqué que je parle du vecteur. J'ai mis les flèches sur le dessus. Donc, c'est des vecteurs de même grandeur, mais de sens opposé. Si on parle des grandeurs maintenant, donc j'enlève les flèches sur le dessus, je parle juste de la grandeur de la force. Je peux dire que F1,2 en grandeur va être égal à F2,1 en grandeur. Okay? À ce moment-là, je n'ai pas besoin de mettre le signe, puisque je parle que de la grandeur de la force. On vous dit, notez que les paires de forces action-réaction, donc la force F1,2 et F2,1, ne sont jamais sur un même objet. Donc, je ne peux jamais faire sur... Mettons, je voulais faire les forces qui agissent sur l'objet 1, jamais que je vais avoir la force F1,2 et F2,1 sur cet objet-là. Ils sont toujours sur deux objets séparés, nos paires d'action-réaction. Et on va se rendre compte aussi que les paires d'action-réaction sont toujours de même nature. C'est-à-dire, si c'est une force de contact, ben, ça va demeurer une force de contact. Donc, la force F1,2
serait de contact, la force F de 1 serait de contact. Si c'est une force gravitationnelle, par exemple, qui agirait à distance, ben, la paire action-réaction, ce serait une force gravitationnelle aussi qui agirait sur l'autre objet. L'exemple, si vous avez une pomme à la surface de la Terre va tirer sur la pomme avec une certaine force, qui est la force gravitationnelle, mais automatiquement, la pomme va tirer sur la Terre avec une force égale et opposée. Donc, ça peut avoir de l'air bizarre, mais oui, la pomme va tirer exactement avec la même force sur la Terre que la Terre va tirer sur la pomme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme la masse qui est beaucoup, beaucoup plus grande que la pomme, ben, elle va avoir bien sûr une plus grande inertie. Donc, son accélération va être plus petite. Alors que la pomme a une petite inertie, son accélération va être plus grande. Dans un intervalle de temps donné, la pomme va franchir une bien plus grande distance que la Terre en direction de la pomme. Mais les forces sont égales et opposées.